Bonjour à tous. Alors d'abord, je suis vraiment ravie de voir autant de visages familiers dans la salle et aussi autant de visages qu'on ne connaissait pas encore. Donc bienvenue à tous. On passe maintenant à une partie de la conférence qui va faire un balayage des différentes approches de recherche et des différentes études qui ont été faites sur le sujet des bénéfices socio-économiques des espaces marins et côtiers protégés en Méditerranée et un petit peu plus loin. Je vous présente donc Anaï Mango, qui est économiste au LAMETA. Le LAMETA, c'est le laboratoire montpelliérain d'économie théorique et appliquée. Je vous présente Coralie Beltram, qui est... je lisais mon... qui est donc... j'ai le programme en anglais, donc il faut que je traduise en même temps. Qui est donc responsable de projet pour la Tour du Vala, qui travaille donc sur les zones humides. Et je vous présente Katiana Valentini-Poirier, qui est donc responsable pour la mer et les côtes pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc elles vont vous présenter différentes approches. Elles vont aussi vous donner des exemples concrets. Elles vont regarder les choses d'un point de vue quantitatif, puis qualitatif. Et ensuite, je reprendrai la parole pour vous présenter encore une autre approche. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anaï Mango, je suis économiste au laboratoire montpelliérain d'économie théorique appliquée et je vais exposer brièvement quelques points structurants pour l'approche socio-économique. D'accord, merci. L'approche socio-économique de l'environnement et de la protection de la biodiversité. Donc, l'approche socio-économique part de deux constats clés. Non, il en manque une. Ah voilà, merci. Donc part de deux constats clés qui sont schématisés sur le graphique là-dessous. Donc tout d'abord la biodiversité qui est utile à l'homme puisqu'elle fournit ce que l'on nomme aujourd'hui les services écologiques et qui permettent les usages et les bénéfices pour le bien-être des individus. Les individus accordent donc une valeur à la biodiversité par ce biais. Et d'autre part, les activités socio-économiques, dont les usages des services écologiques rendus par la biodiversité, peuvent engendrer des impacts environnementaux et représentent donc des pressions environnementales. Globalement, les études socio-économiques répondent à trois familles de questions qui peuvent être donc énoncées de la façon suivante. Donc, tout d'abord, les questions du type à quel point les bénéfices provenant des écosystèmes sont-ils utiles à l'homme? Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on peut recentrer la question sur les écosystèmes protégés. Ensuite, les questions du type à quel point est-il important de protéger ou de dégrader, enfin en tout cas d'agir sur l'environnement. Et donc dans notre cas, la protection, à quel point faut-il protéger la nature. La nature, et donc on peut recentrer sur les écosystèmes côtiers, marins côtiers, etc. Et enfin, les questions du type comment agir efficacement sur l'environnement, donc comment améliorer la protection, par exemple, la protection dans les aires marines protégées ou les zones humides. Ces questions sont assez sensibles au point de vue adopté, donc ce qui induit des implications méthodologiques et techniques dans la conduite des études et aussi dans l'utilisation des résultats qui sortent de ces études. Et il est donc important de toujours spécifier l'échelle d'application et les acteurs concernés par les résultats exposés, par les résultats sortis des études. Différentes méthodes et démarches peuvent être mobilisées pour répondre aux trois questions que j'ai énoncées tout à l'heure. Et quelle que soit la discipline de recherche, donc que ce soit de l'économie, de la sociologie, de la psychologie, de la philo, on peut répartir les méthodes en deux grandes catégories générales. Donc d'une part les méthodes quantitatives, avec par exemple les évaluations des bénéfices liés aux services écologiques rendus par la biodiversité, ou les études en comptabilité environnementale pour ce qui est de l'économie. Et d'autre part les études qualitatives, avec par exemple des études sur les analyses des expérimentations sur
sur les comportements d'acteurs, des analyses sur les perceptions à partir du langage ou à partir d'enquêtes, les analyses multicritères, etc. Et je finirai ma présentation sur un exemple d'application qui a été réalisé sur le parc marin de la Côte Bleue, donc qui est tout près d'ici, où Kevin Leleu et ses collègues ont conduit une étude sur la perception de l'effet réserve par les pêcheurs au sein de l'aire marine protégée. L'idée était donc d'offrir un éclairage supplémentaire de l'effet réserve qui avait déjà été montré, mis en valeur par des études biologiques. Et donc l'enquête réalisée a montré que les pêcheurs étaient bien conscients de l'effet réserve, donc étaient bien conscients de l'augmentation du stock halieutique. En revanche, leur avis était mitigé quant aux bénéfices qu'ils pouvaient retirer de cet effet réserve. Voilà. Et l'étude a aussi pu mettre en valeur que les perceptions étaient liées au comportement des acteurs au sein de la réserve, puisque les espèces ciblées, les sites de pêche choisis et l'ancienneté du pêcheur au sein de la réserve jouaient sur la perception qu'il pouvait avoir de l'effet réserve et de l'amélioration, enfin des bénéfices qu'il pouvait retirer de cet effet réserve. Donc, on peut dire qu'en fait, globalement, les études, les approches socio-économiques de l'environnement apportent un éclairage complémentaire aux études biologiques ou écologiques sur le suivi et les effets de la protection de l'environnement, et qu'ils permettent à la fois une aide pour la gestion, à proprement parler sur le terrain pour le gestionnaire, mais aussi une aide pour l'évaluation des effets de la protection. Et donc, globalement, avoir à la fois les approches, on va dire, de sciences naturelles et les approches de sciences humaines permettent de définir plus exactement les effets de la protection sur le développement durable des territoires et du développement durable en général. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, bonjour à tous, je suis Coralie Beltrame, donc, de la Tour du Valat. Je vais vous parler des zones humides littorales et tout d'abord je vais présenter des bénéfices socio-économiques relativement bien documentés. Comme par exemple la production ou le stockage de matières premières. Donc avec par exemple des activités qui sont développées dans les zones protégées ou à proximité, comme la pêche, l'élevage, la saliculture, la production de roseaux ou la conchiliculture. Je vous parlerai aussi de tourisme, en fait, qui peut être à la fois un tourisme de nature, qu'on évoque de façon assez spontanée quand on parle d'aires protégées, mais aussi de tourisme rural avec des activités qui se développent comme la chasse à proximité des aires protégées ou parfois dans les aires protégées, des activités balnéaires, donc, qui peuvent aussi poser des questions de conflits d'usage, hein, comme le développement par exemple du kitesurf dans les lagunes du Languedoc-Roussillon, ou un tourisme donc plus classique d'écotourisme et de sensibilisation à l'environnement. Pour toutes ces activités, je voudrais insister sur 3 notions qui sont tout d'abord la notion de seuil, qui est pour moi capitale. À quel niveau on exploite la ressource pour ne pas compromettre en fait sa durabilité. La notion de temporalité de l'exploitation. Est-ce qu'on va exploiter la ressource n'importe quand ou est-ce qu'on va faire attention, là encore, à la question de la durabilité de l'écosystème et des populations? Et la question de cohabitation, qu'on a vue hier aussi lors de la sortie dans les Calanques. Mais comment on fait cohabiter plusieurs activités sur un même territoire et comment tous ces acteurs en fait, différents peuvent discuter autour de la notion de gestion de ce territoire. Voilà. Après, je reviendrai en fait sur ce qui a été évoqué précédemment, sur la notion de bien-être humain et l'importance des aires protégées pour le ressourcement, pour la détente et en gros pour la qualité de vie des habitants, que ce soit les habitants locaux, mais que ce soit aussi les habitants, par exemple, des métropoles avoisinantes qui viennent passer le week-end dans ces espaces protégés. Et donc ça, je pense que c'est tout un champ de recherche en sociologie qui est vraiment important en termes de communication auprès de la population locale et auprès des décideurs territoriaux aussi qui vont, eux,
prendre des décisions sur le territoire. Et finalement, je vous parlerai du rôle capital des zones humides dans le cycle de l'eau. Alors pour faire simple, une zone humide, c'est une éponge qui va retenir l'eau à un moment et puis qui va pouvoir la relarguer à un autre moment. Et dans ce contexte-là, en fait, je vous parlerai du complexe lagunaire du Languedoc-Roussillon, où il y a une étude portée par le BRGM, donc qui a été menée en 2007, dans le contexte du changement climatique. Alors pourquoi s'intéresser particulièrement aux lagunes du Languedoc-Roussillon dans le contexte du changement climatique? Eh bien parce que la plaine du Languedoc-Roussillon, la plaine côtière, est très basse en altitude, et donc composée sur la frange littorale de lagunes, donc c'est les points orange que vous voyez qui vont de l'embouchure du Rhône aux Pyrénées. Et dans ce cadre-là, en fait, les lagunes vont pouvoir jouer un rôle de tampon face à l'augmentation du niveau de la mer. Puisque si on rappelle le contexte de la côte du Languedoc-Roussillon, donc il y a une forte urbanisation de certaines parties, liée notamment au développement touristique et économique, une augmentation actuelle du niveau de la mer, avec des prévisions de près d'1 mètre, donc d'augmentation à l'horizon 2100, une baisse de l'apport sédimentaire du Rhône, donc en fait il n'y a plus de sédiments qui arrivent sur ces lagunes, et donc il n'y a plus de remplissage, l'érosion est très forte donc, sur cette côte, et il n'y a plus vraiment d'apport sédimentaire par les fleuves, et une augmentation des tempêtes marines, aussi liées au réchauffement climatique, avec des tempêtes marines de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes. Donc on a à la fois un contexte où on a un recul du trait de côte et un risque de submersion marine accru. Donc au cours de l'étude dont je vous parlais, les chercheurs ont calculé la superficie où en fait on avait un risque fort de submersion marine en 2010, donc qui représentait à peu près 15 000 hectares. Et cette superficie représentait en 2100, sous l'hypothèse de l'élévation du niveau de la mer d'1 mètre, 25 000 hectares, donc une augmentation, vous oubliez le chiffre à droite, de 60% en fait de ce risque. Alors pour vous montrer que c'est une réalité, ça c'est une photo qui a été prise l'année dernière en Camargue suite à une tempête marine, et donc on voit que la digue qui séparait la côte de la mer a été cassée par la tempête. Alors, la côte du Languedoc-Roussillon est sous en fait une double pression, puisqu'on a à la fois une submersion marine et à la fois on a des inondations fortes qui viennent du bassin versant, liées à des épisodes de pluie cévenole, donc des épisodes de pluie automnale, où par exemple on a eu beaucoup d'inondations en 2014 avec des dégâts matériels et humains importants. Et donc dans ce cadre-là, en fait, les zones humides littorales permettent de stocker l'eau qui arrive des bassins versants et de limiter l'extension de l'eau dans la zone côtière, en tout cas de retenir sa force, et donc d'éviter des dégâts trop importants. Donc dans ce cadre en fait, de submersion marine plus importante, d'augmentation du niveau de la mer, la question se pose pour les décideurs de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on maintient à tout prix nos positions sur le littoral, ou est-ce qu'on adopte un recul stratégique en déplaçant les activités humaines à enjeu pour les mettre à l'abri de l'élévation du niveau de la mer et fournir au système littoral un espace de liberté suffisant à un équilibre. L'avantage de cette stratégie étant de permettre la protection des activités, la restauration du caractère naturel des sites et la préservation de l'attrait touristique. Alors je vais passer rapidement, mais les résultats de l'étude ont montré en fait que dans l'hypothèse d'une élévation du niveau de la mer de 1 mètre, en fait on a une perte totale du service de maîtrise des crues des zones humides, puisque les zones humides sont en fait remplies par la mer, et donc ne peuvent plus accueillir l'eau qui vient des bassins versants en cas de forte pluie. Et donc, en fait, pour remplacer ce service écologique qui était rendu jusqu'à présent plus ou moins gratuitement par les zones humides littorales, et si à la place on devait construire des bassins de rétention d'eau, ça nous coûterait plusieurs centaines de millions d'euros, ça varie selon les estimations, les modèles, etc. Et donc, les décideurs territoriaux ont, entre guillemets, un choix entre maintenir la situation telle qu'elle est coûte que coûte ou faire un recul stratégique. Et s'ils opèrent un recul stratégique, en fait, d'après les modélisations, les zones humides auront plus de place, en fait, gagneront plus de place et pourront à nouveau jouer leur rôle de rétention d'eau des eaux qui viennent du bassin versant, et ce qui donc diminuerait les coûts de près d'un facteur proche de 2, en fait, pour la société. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, Katiana Valentini, donc chargée d'études littoral et mer à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.
Donc, moi, je vais tenter de vous présenter les réflexions en cours à l'Agence de l'eau en matière de socio-économie du littoral et de la mer et les travaux de R&D qui sont associés pour 2 études structurantes, en fait, puisqu'on ne pouvait pas passer tout en revue. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'Agence de l'eau, c'est un établissement public à caractère administratif qui vise à protéger et gérer les milieux aquatiques. Donc, tous les milieux aquatiques, hein, que ce soit les cours d'eau, les eaux souterraines, les eaux humides ou encore le milieu marin. Donc, la socio-économie, c'est une thématique qui est transversale à tous ces milieux. Nous, Agence de l'eau, on n'est pas spécialiste de la socio-économie, on a plutôt tendance à travailler, à se pencher sur les questions environnementales. Depuis une vingtaine d'années, pour ce qui concerne le milieu marin, on met en place des études de connaissances, du suivi et des actions visant à mieux connaître le milieu marin dans son ensemble, les pressions qui l'affectent et les actions à mettre en place. Ceci dit, la socio-économie, c'est une thématique importante également à prendre en compte pour définir et mettre en place les politiques de gestion, notamment avec les gestionnaires de milieu et les élus. Donc, depuis quelques années, on apporte notre soutien technique et financier pour des études qui sont menées, notamment au niveau ponctuel dans le cadre des aires marines protégées, mais aussi de manière plus générale à l'échelle de notre bassin Rhône-Méditerranée et Corse. Voilà. Les objectifs qui sont visés à travers ces travaux, c'est d'orienter au mieux nos politiques de gestion de l'eau et des milieux aquatiques, notamment en tenant compte des impacts socio-économiques, et de façon aussi à répondre aux exigences des directives européennes qui s'imposent à nous et des plans de gestion qui sont déclinés au niveau de la sous-région Méditerranée ou du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, puisqu'en fait, on a un contexte réglementaire, politique, qui est favorable et qui insiste sur la prise en compte de ces éléments-là. Ensuite, le deuxième point, c'est de disposer d'éléments socio-économiques qui permettent de convaincre les décideurs publics d'intervenir sur un secteur donné. Pour exemple, il est plus facile de convaincre un élu d'intervenir sur la protection du mérou par rapport à l'économie qu'il génère via, par exemple, la plongée, que par rapport au patrimoine. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu des éléments factuels qui me permettent de convaincre les décideurs d'intervenir sur un secteur donné. Et on est souvent à court d'éléments, en fait. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'avancer là-dessus. Et puis, troisième point, c'est d'évaluer l'activité économique générée sur le littoral par rapport au coût des politiques de gestion et de protection du milieu. Là, c'est la notion de coût-efficacité et j'y reviendrai par la suite dans le diaporama pour vous montrer exactement qu'est-ce qui est visé derrière. Donc, première étude structurante en matière de socio-économique que je souhaitais vous présenter, c'est une étude qui a été menée de 2008 à 2011. L'étude Clara 2 est portée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Donc, c'est une étude qui a rassemblé une douzaine de partenaires et qui a visé à évaluer la sensibilité de la zone côtière vis-à-vis d'une pollution accidentelle issue d'un navire. Donc, l'idée ici, c'était d'identifier les zones préférentielles à protéger en cas de pollution importante par un navire, d'un point de vue socio-économique et environnemental, pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Donc, il y a 3 critères qui ont été pris en compte, enfin 3 paramètres, les critères physiques et morphologiques, c'est-à-dire les zones de confinement, la géomorphologie de la côte, parce que forcément, la pollution ne va pas avoir le même impact en fonction de la morphologie. Les critères écologiques, est-ce que la zone est riche d'un point de vue écologique, biodiversité, et puis les critères socio-économiques. C'est sur cet aspect-là que l'agence a apporté spécifiquement son soutien dans le cadre de cette étude. Donc, moi, je souhaitais faire un zoom, en fait, par rapport à cette étude sur le volet socio-économique et sur son contenu. Donc, ce volet, il est composé d'une série d'indicateurs, 9 indicateurs au total, qui sont censés être représentatifs de la socio-économie rattachée à la qualité du milieu. C'est-à-dire qu'on a sélectionné un ensemble d'activités liées directement à la qualité du milieu marin, type plongée, baignade, pêche. Si demain il y a une pollution accidentelle qui est un gros souci sur le milieu marin, c'est des activités qui sont directement impactées et qui ne pourront plus bénéficier justement des ressources marines et l'activité sera ainsi stoppée. L'idée aussi de la sélection de ces indicateurs, parce qu'on a travaillé pendant un moment là-dessus, c'était d'avoir des données qui soient reproductibles dans le temps, dans l'espace,
intercomparables et dont la donnée soit disponible. Parce qu'en socio-économie, moi, je ne suis pas une spécialiste, donc du coup, on travaille avec beaucoup d'universités sur le sujet, mais la difficulté aussi, c'est de trouver de la donnée qui soit disponible à la bonne échelle. Ce travail, pour chacun des indicateurs, en fait, on a estimé le chiffre d'affaires affecté à l'activité, en fait. Donc, c'est essentiellement un recueil, une analyse et une synthèse des données disponibles au sein des différents organismes. Pour les usages marchands, il n'y a pas de production de données en tant que telle. Et la réalisation d'enquêtes de terrain complémentaires pour les usages partiellement marchands, type pêche côtière, plongée, baignade. Donc, la synthèse des résultats, elle a été faite à l'échelle des zones homogènes. En fait, les zones homogènes, pour nous, c'est un référentiel de gestion de la zone côtière. C'est comme l'équivalent des bassins versants de nos rivières. C'est vraiment l'échelle à laquelle on souhaite mettre en place des politiques de gestion et de réduction des pressions, de protection du milieu. Donc, voici le découpage de la façade. L'idée, c'est on met en place des politiques de protection et de gestion de nos milieux à cette échelle-là. C'était de pouvoir obtenir des données socio-économiques qu'on puisse prendre en compte dans le cadre de ces politiques de gestion. Voilà. Ce qui est important aussi de noter ici, c'est que voilà, l'économie, c'est une science qui est délicate, qui est difficile à appréhender, sur lesquelles les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Là, on raisonne vraiment en valeurs relatives et non absolues. On n'est pas à la virgule près, puisqu'on travaille à l'échelle de la sous-région Méditerranée. Donc, forcément, les mesures, elles permettent de comparer une zone à une autre. Mais voilà, on est sur des ordres de grandeur assez précis, mais on n'est pas non plus, comme dans le cadre d'une étude spécifique sur un secteur donné type un parc national, ce sera moins précis. Donc ça, c'est un choix de méthode, parce qu'on ne pouvait pas être aussi précis dans le cadre par rapport à l'échelle qui était envisagée de travail. Voilà, donc voilà une synthèse des données monétarisées à l'échelle de la façade en été. Donc ça, c'est une évaluation monétaire des activités en lien avec la qualité du milieu marin. On a pris en compte la pêche côtière, l'aquaculture, la plaisance, la plongée, les sentiers sous-marins, la baignade, les pêches de loisirs. Donc c'est en millions d'euros. Donc ça, c'est à l'échelle de la façade, mais on avait les mêmes types de camemberts à l'échelle des référentiels de gestion. Donc c'est intéressant de voir comment finalement la plaisance, la baignade et la pêche côtière, qui sont des usages qui sont difficiles à monétariser, hein, c'est non monétarisé habituellement, représentent une part importante dans l'économie. Et ce sont des usages qui sont directement liés en plus à la qualité de l'eau. Donc si demain, si on ne protège pas nos milieux, qu'on ne protège pas d'un point de vue écologique ou chimique la qualité de l'eau, ce sont des usages qui sont directement impactés. Et ça, c'est l'évaluation monétaire des activités bénéficiant de la proximité de la mer. Donc c'est tout ce qui est hébergement en restaurant. On l'a mis à part parce que, étant donné les chiffres importants de ces activités, cela ne permettait pas de mettre en valeur les autres activités en lien avec la qualité du milieu marin. Pour ce qui est hébergement et restaurant, dans tout ce qui est grandes villes, en fait, type Toulon, Marseille, Nice, etc., on a pris uniquement les usages, les restaurants qui étaient situés dans la bande des 300 mètres pour justement ne pas créer de biais, pour bien prendre en compte ce qui était rattaché au littoral. Donc ça, c'est les valeurs en été, en fait. Hein. Donc c'est en gros 8 milliards d'euros. C'est le minimum de la valeur économique rattachée à ces différents usages. Donc, ça ne prend pas tout en compte. Hein, il n'y a pas tous les usages qui sont pris en compte. Et on raisonne uniquement en chiffre d'affaires. Et la différence, en fait, un petit peu entre l'été et l'hiver, en gros, en hiver, il y a 20% de plus. On a 10 milliards d'euros. Donc là, ensuite, c'est un exemple d'analyse conduite sur la question du coût-efficacité, ce que je vous présentais en première diapo. Donc l'idée pour nous aussi, agence, c'est d'évaluer finalement, via les coûts qui sont investis dans les outils de protection et de gestion des milieux aquatiques, quels sont les bénéfices générés sur le milieu par rapport aux coûts qui sont investis. Donc là, à gauche, vous avez la liste des contrats de milieu qui sont mis en place, des contrats de baie. Donc ce sont des plans de gestion à l'échelle de RAD qui visent à protéger et gérer les milieux. Derrière, vous avez le coût global du contrat sur 5 ans en milliers d'euros. Et puis, tout à droite, vous avez, l'avant-dernière colonne, la valeur affectée à la zone sur 5 ans. Donc du coup, on a fait le ratio.
Et en fait, on se rend compte que le coût du contrat sur 5 ans par rapport à la valeur affectée à la zone d'un point de vue économique, c'est un ratio qui varie entre 1 et 10%, enfin 8%. Donc du coup, c'est un ordre d'idée là aussi, mais on se rend compte que par rapport aux coûts qui sont investis, finalement, les bénéfices générés liés à la qualité du milieu, ils sont énormes et que du coup, c'est vraiment important de le faire parce que ça permet derrière de générer toute une économie. Voilà, donc et ensuite, là, l'étude qui avait été menée, on souhaite la reconduire à intervalles de temps réguliers, tous les 5 ans, avec la notion d'observatoire derrière. Donc, on a des travaux qui sont en cours avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'Université de Versailles, donc qui sont des spécialistes sur tout ce qui est socio-économie, pour actualiser l'étude Clara 2, fiabiliser et simplifier les méthodes de calcul utilisées. Et puis, on a d'autres travaux en cours avec l'Université de Toulon pour faire de la traitement et de l'analyse statistique des données. Je finirai juste, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais passer très rapidement. Il y a une deuxième étude structurante que je vous invite à aller consulter dans les bases documentaires de l'Agence de l'eau. C'est une étude qui porte sur la sociologie et sur la représentation spatiale et sociale des élus locaux à la bande marine littorale. L'idée ici, c'était de mieux connaître nos élus pour mieux travailler ensemble, parce qu'on s'aperçoit que là aussi, c'est souvent un des points bloquants, comment convaincre nos élus d'aller travailler spécifiquement sur la protection et la gestion des milieux aquatiques. Et donc, il y a une série d'entretiens qui a été réalisée avec des élus de PACA et Languedoc-Roussillon, plus de 140 élus qui ont été rencontrés. Et cette étude, elle a visé à mieux appréhender la vision des élus des communes littorales à la mer en termes de politique de réglementation et d'enjeux, et identifier les facteurs processus à l'origine de la prise de décision. Donc voilà, ça a permis de montrer que le milieu marin, c'était un territoire complexe, difficile à appréhender par nos élus, puisque ça fait partie du domaine public maritime. C'est un espace en 3 dimensions, non visible, avec des acteurs et des enjeux multiples. Des enjeux prioritaires qui sont identifiés avant tout en zone urbaine, sur le volet social puis économique. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est souvent, nous, on a tendance à vouloir approcher nos élus avec des données économiques, mais finalement, le volet social, c'est quelque chose qui compte aussi beaucoup pour eux et qui est prioritaire, auquel ils sont sensibles. Ce qui est ressorti aussi, c'est qu'il y a 2 postures significatives marquées sur le milieu marin. Soit le milieu marin, il peut être appréhendé comme une contrainte avec la notion de protection, de risque, de responsabilité. Soit il est considéré comme une ressource à dominante marchande, développement économique, organisation des territoires et ressources. Et donc, du coup, en fonction de la posture de notre île sur le territoire, il va falloir identifier différents points d'entrée et argumentaires pour pouvoir convaincre nos élus d'intervenir sur le territoire et puis trouver finalement des points de partenariat, des points sur lesquels on arrive à se retrouver pour avancer ensemble. Voilà. Et puis enfin, ce que ça a pu démontrer, c'est qu'il y a un lien fort entre le point d'ancrage de l'élu sur son territoire, les logiques, les convictions, et le positionnement sur une problématique donnée, le passage à l'action. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est déterminant dans le maillage, dans la prise de décision. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore d'autres travaux en cours, mais il y a plusieurs questions qui sont posées et que je pense que vous pourrez soulever cet après-midi au cours des différents ateliers thématiques. Je vous remercie pour votre attention. Donc, merci à toutes, merci beaucoup. Donc, je vais passer à l'anglais. Alors, c'est aussi pour voir si tous les francophones qui ne parlent pas anglais sont bien équipés, car après la pause café, vous aurez besoin d'être équipés puisque ça va aller de l'anglais au français parmi les différents intervenants. So, I switch to English now. Thank you. I'm going to have a very short intervention because I'm sure everybody really needs coffee by now. So I just wanted to reassure you on that. As you saw from the different interventions, we looked at qualitative approaches, quantitative approaches, direct benefits, indirect benefits. So you need to take that into consideration with all the different discussions we're going to have today. I just wanted to remind you that the objectives of this conference is really to identify what new research is needed, what other questions are we asking ourselves. We need to also find out what kind of communication we need to adopt, how to convey the informations that are coming out of the different researches we're doing,
but also what kind of communication do decision makers need? What kind of information do they need? So it's really, the idea is really to identify all together from different perspectives what is needed in the future after this conference so that we can provide a follow-up to it. So my proposal today is also to look at the very much qualitative approaches of a new style. So we decided to conduct a very, very different study in a very short time. And my method was very, very simple. It was simply counting smiles on a very intensive 3-hour boat trip. And so I just wanted to share the result with you. We had 532 smiles recorded in 3 hours. And so it goes to show how humor and good humor can be very conducive to productive exchanges for the future of the subject of our conference today. Thank you very much, and we can go for the coffee break.